Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Nous parlerons du numérique, de la sûreté publique, de la rue Florestine et des rassemblements familiaux. Je vous développe tout ça. Monaco vient tout juste de présenter son plan de relance porté par le numérique avec notamment 3 axes. La formation des entreprises, le développement de plateformes locales et un cloud souverain. Pour plus d'éclaircissements, nous serons dans quelques secondes avec le délégué interministériel chargé de la transition numérique, Frédéric Ginta. Les grands rassemblements, notamment familiaux comme les mariages, les anniversaires ou les baptêmes, sont parfois synonymes de foyers infectieux pouvant transmettre le virus. Faut-il ou pas se retrouver en famille? C'est ce que nous avons demandé. Comment s'est déroulé l'été pour les agents de la sûreté publique? En quoi la Covid-19 a fait évoluer le travail de ces policiers? Le virus et l'obligation de porter des masques a-t-il changé la relation entre ces hommes de terrain et la population? Autant de questions et autant de réponses. Pour cela, nous serons avec le directeur de la sûreté publique, Richard Marangoni. Et enfin, de nouveaux locaux pour la direction du travail, le service de l'emploi et l'inspection du travail. Ces services intégreront une villa d'époque située dans la rue Florestine à la fin du mois. C'est ce que vous découvrirez dans un prochain reportage. Je viens de vous le dire à l'instant dans ce sommaire, le gouvernement a annoncé la partie numérique de son plan de relance pour transformer et redynamiser son économie. L'objectif est de placer le numérique au cœur de nouvelles initiatives pour une principauté qui se veut davantage modernisée et à la pointe des nouvelles technologies. Avec nous, dès maintenant, le monsieur transition numérique à Monaco, Frédéric Ginta. Bonsoir. Bonsoir. La transition numérique, nous en avons déjà parlé ensemble à la sortie du confinement. La principauté était en pleine mutation dans ce domaine avant cette crise sanitaire et la Covid-19 a fait faire un bond en termes de transition numérique par la force des choses. Mais ça ne suffit pas, il faut aller plus loin, c'est ça? Le prince a souhaité 2 priorités pour la transition numérique du pays. La première, c'est un État qui soit encore plus efficace et résilient pour offrir des services à la population et aux administrés. Et la seconde, c'est que le numérique soit un axe majeur de la relance économique, à la fois pour aider les entreprises à se transformer, mais aussi pour attirer plus d'entreprises numériques. Et c'est ce que vous venez là de proposer justement avec la partie numérique du plan de relance pour transformer et redynamiser l'économie monégasque. Comment peut-on résumer ce plan, ce nouveau plan? Le gouvernement princier, effectivement, a inclus le fonds bleu dans son plan de relance. C'est un fonds qui est doté de 20 millions d'euros. C'est un effort très conséquent qui est fait par l'État monégasque. On parle de quasiment 500 euros par habitant. Oui, ça s'articule en 3 axes, c'est ça? Exactement, ce D'accord. plan s'articule en 3 axes. Il répond aux problèmes de l'économie monégasque. Aujourd'hui, l'économie monégasque et les entreprises monégasques doivent se transformer. Pour se transformer, elles doivent développer les compétences en interne, mais elles doivent aussi être accompagnées. Donc ce fonds bleu fera 3 choses. La première, c'est qu'il cofinancera la formation, l'équipement, l'accompagnement des entreprises monégasques dans la transformation numérique. Concrètement, ça veut dire une entreprise qui veut apprendre à vendre en ligne, trouver des clients à l'étranger, être plus efficace, maîtriser la signature électronique. Tous ces sujets de transformation numérique, l'État accompagnera les entreprises monégasques pour qu'elles réalisent cette transition avec l'aide des entreprises numériques monégasques. C'est ce que l'on a remarqué, justement avec les entreprises qui ont eu des difficultés pendant la crise, effectivement, qu'elles n'étaient pas forcément tournées vers le numérique. Une transition numérique, c'est quand même très compliqué. Il faut savoir son niveau, il faut savoir le potentiel et ensuite il faut s'équiper en termes de compétences internes et également d'accompagnement externe. Donc tous ces éléments sont assez compliqués. Effectivement, la crise a montré que l'entreprise avait besoin d'aide. Le gouvernement se mobilise pour accompagner les entreprises cette transition. Il se mobilise également pour aider à la création de plateformes monégasques pour des besoins locaux. Des besoins locaux, c'est du e-commerce, c'est la livraison de repas à domicile, c'est la réservation de tables de restaurant. Et il sera aussi utilisé pour financer la création de services sur le cloud monégasque. Alors ce cloud souverain, c'est une première en Europe, je crois, qu'un pays comme ça ait son propre cloud. Ça se concrétise, vous l'avez évoqué, mais ça se concrétise comment? Ça se concrétise par la création d'un opérateur, Monaco Cloud, qui va distribuer le cloud monégasque aux entreprises. Ce cloud monégasque s'appuiera sur la technologie Amazon, mais sera opéré depuis Monaco, avec des données qui seront sécurisées par l'agence monégasque sécurité numérique et sous loi monégasque. Ce cloud permettra aux entreprises de stocker leurs données, de disposer des logiciels les plus avancés en direct et d'avoir le niveau de sécurité garanti par la MSN. Et Monaco, grâce à la puissance de stockage et la puissance de calcul du cloud,
sera prêt à exploiter cette intelligence artificielle au service des monégasques et de notre économie. Alors, on l'a dit, 3 axes, on a parlé du cloud souverain, la formation des entreprises, mais c'est également créer une économie numérique en principauté en lançant la plateforme STO, c'est ça? Il faut me le Exactement. vulgariser. Pour être encore plus attractif, on a lancé un système de financement numérique pour attirer les entreprises. Je m'explique. Une entreprise souhaite venir en principauté pour lever une somme pour son projet. Ça peut être 5 millions, 10 millions, 20 millions. Aujourd'hui, ces opportunités sont soit des banques avec de la dette, mais elle a beaucoup de mal à avoir accès à la bourse. Parce que la bourse, pour des montants beaucoup plus élevés, et c'est quand même très compliqué. Aujourd'hui, grâce à une technologie basée sur la blockchain, cette entreprise peut venir en principauté, demander au gouvernement princier de donner son visa, et si le visa est accordé, sur des critères de respectabilité, sur des critères de cohérence du projet de l'entreprise avec les valeurs monégasques et les valeurs souhaitées par le prince, l'entreprise peut ensuite émettre des jetons virtuels en échange de vraies actions. Elle passe un contrat, si vous voulez, grâce à la blockchain avec ses actionnaires, de manière très simple, pour les rémunérer en échange d'un investissement. Quelque part, c'est une plateforme de financement qui, grâce à des technologies, rendra très simple le fait de lever des fonds et de pouvoir se financer en échange de revenus futurs avec des actionnaires. Le numérique au quotidien en principauté, ça passe aussi par l'éducation avec un projet que vous avez appelé le collège numérique. Cette année, nous souhaitons vraiment, et la crise du Covid nous a conforté dans cette approche, que le collège, les collégiens, aient une expérience numérique. Ça veut dire qu'ils seront équipés de tablettes, ça veut dire qu'on va s'occuper notamment du poids des cartables, tous les manuels seront numérisés, ça veut dire que le professeur dans la classe pourra bénéficier d'outils, de vidéos en direct et communiquer avec les élèves. Ça veut dire qu'après la classe, les élèves pourront travailler avec des exercices dédiés, avoir des corrections plus rapides. Ça veut dire que les professeurs pourront créer du contenu numérique dans EduLab, que nous avions inauguré en lien avec le Prince, pour vraiment offrir la meilleure expérience pédagogique. En fait, on ne change pas la pédagogie, on l'augmente. Et enfin, en ce qui concerne l'administration, l'été prochain, les Monégasques devraient avoir une identité numérique. Qu'est-ce que c'est, Frédéric Ginta? Une identité numérique, en fait, c'est une identité régalienne donnée soit par la mairie pour les Monégasques, soit par la sûreté publique pour les résidents, et qui permet en fait d'être identifié d'abord par l'administration, puis par les entreprises privées. En fait, ça permet deux choses. Ça permet que lorsque je me connecte à des services publics, je n'ai pas à redire plusieurs fois qui je suis. Je me connecte une fois et si je partage mes informations, l'État est au courant que c'est moi, ne me demande plus de justificatif d'identité. On sait à quel point pour les Monégasques et les résidents, photocopier le passeport, photocopier la carte d'identité est quelque chose de très pénible. Et en même temps, ça va me permettre, moi, en tant qu'individu, d'avoir une signature probante, d'avoir une signature au plus haut niveau de sécurité pour signer des documents, signer des contrats. Et puis pour rassurer peut-être les téléspectateurs, hein, lorsque l'on regarde comme ça des films futuristes, on voit souvent la machine remplacer l'humain. Comment vous la voyez, vous, cette future société numérique? Comme je viens de le dire à l'instant, ou plutôt que le numérique ne va pas remplacer l'humain, mais plutôt l'accompagner? Le numérique peut soit augmenter, soit automatiser. C'est-à-dire qu'en gros, il peut accompagner et parfois, pour des tâches un peu rébarbatives, il peut automatiser. Nous, le choix qui est fait, c'est que ce soit un numérique, et c'est la volonté du prince et du gouvernement, responsable et humain. C'est-à-dire qu'en gros, le numérique, il y aura toujours des professeurs dans les écoles. C'est eux qui définiront la pédagogie numérique, on ne leur imposera rien. Il y aura toujours des gens pour vous répondre au téléphone ou pour répondre à vos courriers. Le but n'est pas de couper les effectifs. Le but est vraiment qu'aujourd'hui, les gens puissent bénéficier de ce vecteur qui est amené à se développer. Aujourd'hui, le numérique est au service de l'humain et pas l'inverse. Et en aucun cas, ça ne devrait changer. Voilà, le numérique au service de l'humain et pas l'inverse. Frédéric Ginta, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. On retrouve Christina qui nous parle d'un mouvement dans le corps diplomatique de la principauté. Oui, Marie-Pascale Boisson vient d'être nommée ambassadeur de Monaco pour la République de Chine et l'Australie. Celle qui fut inspecteur général de l'administration après avoir dirigé le SICFIN succède donc à Catherine Fautrier, nommée ambassadeur à Madrid.
Nous en parlions mardi soir avec le directeur du musée d'anthropologie préhistorique. Cette institution propose une nouvelle exposition. Oui, Monarchéo ou l'archéologie monégasque est révélée. L'exposition vient d'ouvrir ses portes aujourd'hui et dévoile des objets archéologiques découverts sur le territoire monégasque. Une exposition spéciale Monaco en 4 langues, anglais, italien, français et monégasque bien sûr, et qui intègre toutes les nouvelles technologies modernes, à savoir datation, séquençage ADN, analyse, reconstitution, hologramme signalétique virtuel et bornes 3D. Une exposition qui vous propose des objets phares ou méconnus trouvés durant des fouilles préventives et de sauvetage ou encore lors de chantiers. Monarchéo vous propose de redécouvrir l'histoire de Monaco autrement, Fabien. Faut-il conserver les grands rassemblements familiaux tels que les mariages, les baptêmes, les anniversaires, sachant qu'il peut y avoir un risque de cluster et par conséquent de contamination? Christine Datomel, vous êtes allée à la rencontre des Monégasques pour leur poser la question. Alors oui, moi je suis plutôt favorable malgré la situation du Covid. Je pense qu'on ne doit pas cesser ce type de rassemblement. C'est quelque chose qu'il faut fêter, qu'il faut continuer en fait. C'est institutionnel. Malgré la situation, je pense qu'il faut continuer. Oui. Moi, je pense les mariages, toutes ces choses qu'il y a beaucoup de monde, non, je ne pense pas. Je pense que le plus important, c'est de respecter les gestes barrières, même en famille. Il faut vraiment arriver à lutter contre la propagation de ce virus, même en famille. Est-ce que vous allez faire le baptême ou est-ce que vous avez décidé de reporter? Non, on a décidé de maintenir le baptême, on va le faire, comme je disais, en appliquant les gestes barrières, en limitant strictement à la famille proche. C'est pas la peine de les reporter peut-être, mais pas d'avoir beaucoup de personnes au même endroit, donc de faire un numéro limité. Vous voyez, si après quelqu'un veut faire un mariage très grand avec beaucoup de personnes, peut-être c'est mieux s'il attend. Je suis allé à un enterrement, mais j'y suis avec les précautions. Le masque, pas d'embrassade, en essayant d'avoir les distances. Bon, c'est des gens que je connaissais, mais la maladie arrive par les gens qu'on connaît souvent. C'est dans le cercle familial ou vraiment proche. Donc j'y suis allé, mais avec les précautions. Voilà ce que l'on pouvait dire concernant votre point de vue sur les grands rassemblements familiaux pendant cette période un peu particulière, une période où justement les agents de la sûreté publique sont sur tous les fronts, que ce soit pendant le confinement, l'après-confinement et encore maintenant. Pour en parler avec nous, le directeur de la sûreté publique, Richard Marangoni. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Quel a été l'impact de la Covid-19 sur les missions de la sûreté publique? Ça a beaucoup changé pour vous? Psychologiquement, ça a été assez difficile. Il a fallu faire preuve de pédagogie, il a fallu être en assistance, il a fallu qu'il y ait beaucoup d'accompagnement. Mais vous savez, notre devoir a primé, notre mission première est d'être dans la rue. Donc non seulement le travail a été fait, mais je peux dire qu'il a été bien fait, puisque notamment pendant la période de confinement, ce sont près de 90 000 contrôles que nous avons effectués. C'est un chiffre considérable et donc je tenais encore à remercier tous les personnels de la sûreté publique qui ont accompli ces missions dans des conditions particulièrement difficiles. Et comment arrive-t-on justement à faire respecter le port du masque et également le fait de ne pas le jeter sur la voie publique, c'est important. C'est complexe, ça a été complexe de faire respecter ça? Alors vous savez, on a la chance à Monaco d'avoir une police, je dirais, de proximité. Une police qui est proche de la population. Et donc nous faisons preuve toujours de beaucoup de pédagogie, de beaucoup, je dirais, d'accompagnement, d'explication. Donc nous sommes là aussi pour porter le message du gouvernement, pour expliquer pourquoi il y a ces mesures, quelles sont les conséquences de ces mesures. Donc si vous voulez, à ce niveau-là, nous avons toujours une très bonne attention de la part de la population et nous avons un retour qui est, je dirais, globalement très satisfaisant. Pierre Dartout vient d'arriver et dans sa feuille de route, un des axes, la sécurité. Le ministre d'État a même dit, sans sécurité, il n'y a pas de liberté. Vous êtes d'accord avec ça ? Absolument, tout à fait d'accord. Et bien sûr, et d'ailleurs, une des premières libertés, c'est la liberté de circulation, c'est la liberté d'aller et de venir. Et on peut dire qu'en principauté, on peut circuler à pied, en voiture, sans être inquiété, sans être agressé, sans être violenté. Et bien sûr, c'est une des premières des libertés. Et le ministre d'État d'ailleurs qui est venu vous visiter la sûreté publique. Lundi après-midi, il a visité nos locaux et nous avons été très sensibles
à cette démarche. Et d'ailleurs, dans les propos qu'il a tenus, il a manifesté sa confiance et son soutien aux forces de police, à la sûreté publique. Je voudrais que l'on parle des femmes au sein de la sûreté publique. Elles sont de plus en plus nombreuses. En 1984, il y avait 5 femmes pour 388 agents. Aujourd'hui, c'est 88 femmes pour 580 agents. On doit s'en féliciter. C'est assez. Ce n'est pas assez. On peut s'en féliciter. Et je peux peut-être annoncer un scoop ici à votre antenne, puisque en relation avec Monaco Info et Madame Céline Cotalorda, nous allons prochainement mettre en valeur les femmes au sein de la sûreté publique. Comme vous l'avez dit justement, il y a eu une grande progression de nos effectifs féminins au cours de ces dernières années, et ce qui est une bonne chose. Et aujourd'hui, nous avons en plus des femmes en responsabilité au sein de la sûreté publique, ce qui est une très bonne chose, puisque récemment, 2 éléments féminins, Madame Audrey Corentin et Madame Isabelle Castelli, ont été nommés chefs de division. Je vous rappelle que l'organigramme de la sûreté publique, ce sont aujourd'hui 8 divisions. Et donc au sein de ces 8 divisions, 2 sont dirigées par des femmes. D'autre part, nous avons un certain nombre de spécialités, de spécificités au sein de la sûreté publique. Aujourd'hui, la sûreté publique, c'est plus d'une vingtaine de métiers. Et nous avons un certain nombre de femmes qui exercent au sein de ces spécialités, à l'égal des hommes, avec beaucoup de compétences. Et donc je suis heureux que nous puissions les mettre en valeur très prochainement en partenariat. Sur Monaco Info, effectivement, ça va être un portrait d'une femme de la sûreté publique une fois par semaine. Et enfin, fin octobre, va débuter 3 ans de travaux avec la surélévation des bâtiments de la sûreté publique. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce qu'il va y avoir de plus dans ces bâtiments? Une partie a été construite au début des années 60 et l'autre partie au début des années 80. Donc ça commence à dater un peu. Ça n'est plus vraiment conforme à nos besoins. Donc cette surélévation, puisque nous allons avoir 3 étages supplémentaires, est pour nous indispensable car nous allons avoir ensuite un cadre de travail assez exceptionnel. Avec des nouveaux services, de nouvelles divisions? Nous allons développer et avoir un vrai laboratoire scientifique. Notre poste de commandement dans lequel nous sommes va être aussi complètement réorganisé avec de nouveaux moyens, avec un développement de la vidéosurveillance, une amélioration des conditions de travail, parce que je vous rappelle que tout se passe ici, que la base opérationnelle se passe dans ce centre de supervision et de commandement. Donc effectivement, nous allons encore pouvoir améliorer sur le plan technique et sur le plan humain beaucoup de nos services. Richard Marangoni, merci. Merci beaucoup. Nous allons nous rendre dans le quartier de la Condamine, dans la rue Florestine, plus précisément, où l'une des grandes villas d'époque s'apprête, après rénovation, Patricia Navarro, à accueillir plusieurs services gouvernementaux. Oui, la Villa Florestine a été entièrement réhabilitée. Cela a demandé 2 ans de travaux pour obtenir, vous allez le voir, un bâtiment qui répond parfaitement aux normes actuelles. C'est un bâtiment qui date de fin 19e siècle, que nous avons été contraints de réhabiliter et de surélever. Il faut imaginer que c'est un bâtiment qui est très ancien, on avait des planchers en bois et on a été obligé de reconstruire les dalles, les balcons pour permettre justement cette intégration. Le point majeur de cette réalisation se trouve au-dessus de votre tête. Oui, on a pu effectivement mettre une verrière photovoltaïque qui permet d'avoir un apport de lumière considérable dans les parties communes, mais également une production électrique que nous réinjectons directement sur le réseau électrique. La verrière est ainsi composée de 36 panneaux photovoltaïques qui vont permettre de produire un peu plus de 3,5 kg d'électricité par heure. La direction du travail, le service de l'emploi et l'inspection du travail qui vont y emménager étant des services ayant pour vocation d'accueillir du public, il a également fallu rendre le site accessible. Il a été créé un ascenseur pour personnes à mobilité réduite qui dessert depuis la rue la salle d'attente du service de l'emploi. À l'intérieur du bâtiment, nous avons un ascenseur, toujours pour les personnes à mobilité réduite, qui dessert les 5 niveaux. Et nous avons aussi pour les personnes à déficience visuelle, les bandes podotactiles en haut de chaque étage au niveau des marches. Nous avons les contre-marches, les premières et dernières contre-marches des escaliers qui sont aussi de couleurs différentes. Et tout l'enjeu du chantier a été de préserver l'architecture initiale de la Villa Florestine. Le bâtiment conserve donc ce cachet si particulier qui lui permet de s'intégrer à toutes les autres villas de cette rue du quartier de la Condamine.
Et c'est à la fin du mois que la direction du travail, le service de l'emploi et l'inspection du travail intégreront ces nouveaux locaux. On passe à présent à une belle initiative qui mêle pirates, chasse au trésor, collecte de jouets et tout cela au profit d'enfants malades. À la barre de son voilier, le pirate blanc va braver les éléments, jouer avec le vent et les vagues pour parcourir la Méditerranée, de Marseille à Menton, et se rendre de port en port durant 2 semaines. Son périple débute demain et il n'a qu'un objectif, amasser le plus de jouets possible pour les enfants hospitalisés de la Fondation Lanval. Mais pour ce faire, il a besoin de vous. Le pirate accostera son voilier dans 21 villes, étapes et Monaco en fait partie bien sûr. Des coffres au trésor ont été entreposés un peu partout dans la principauté. Alors pour aider le pirate blanc à amasser le plus de jouets possible, il suffit d'y déposer des cadeaux neufs dans leur emballage d'origine. Des coffres ont été entreposés à la capitainerie de Fontvieille, à la capitainerie du Port Hercule, à la Gazette de Monaco, au Stars & Bars, au Monaco Bar et enfin au Yacht Club. La chasse au trésor est ouverte, alors à vous de jouer. Le pirate blanc sera le 25 septembre en principauté pour récupérer son butin avant de le remettre quelques jours plus tard à la Fondation Lanval qui se chargera de distribuer les cadeaux aux enfants malades. C'est une histoire de cœur et un don exceptionnel pour Beyrouth que vous nous présentez maintenant, Christina. Oui, c'est l'histoire de Léa, une jeune Libanaise qui souffre depuis l'âge de 6 ans de graves problèmes cardiaques. Soignée régulièrement au centre cardio-thoracique de Monaco, de ses nombreux passages est née une forte amitié avec l'équipe soignante, si forte que Léa, une fois adulte, décide elle-même de devenir médecin. Elle fait ses études au Liban pour finir par travailler à l'hôpital Saint-Georges à Beyrouth. Le 4 août dernier, 1 heure avant l'atterrissage de l'avion dans lequel Léa se trouvait après un séjour à Monaco pour un contrôle au centre cardio-thoracique, l'explosion dévastatrice du port de Beyrouth a eu lieu, causant de très importants dégâts matériels et humains et détruisant en grande partie l'hôpital dans lequel exerce Léa. Très touchée par ce drame, l'équipe de Children and Future a tout mis en œuvre pour apporter son aide à Léa et au Liban. L'association vient exceptionnellement de débloquer 30 000 € pour acheter du matériel de première nécessité destiné à l'hôpital Saint-Georges de Beyrouth, comme des tables d'examen, des stéthoscopes, des gants, des tubes d'alimentation, des moniteurs pour soins intensifs, afin de permettre ainsi à l'hôpital libanais de retrouver une partie de ses activités et d'aider les malades et les plus démunis. Une belle initiative, effectivement. La météo, à présent, quel temps fera-t-il ce jeudi ? Jeudi, le temps sera instable et couvert, laissant peu de place aux éclaircies. Au programme de la matinée, des nuages se faisant de plus en plus nombreux. Et l'après-midi, toujours un ciel gris mais plus orageux. Des averses sont d'ailleurs à prévoir. Du côté des températures, comptez 20 degrés le matin et 24 l'après-midi. L'eau sera quant à elle à 24. Le soleil se lèvera à 7h03 avant de se coucher à 19h51. Jeudi 10 septembre, nous fêterons les Inès. Merci Christina. Ce journal est terminé. On se quitte avec les photos du jour signées Michael Alési. Elles sont consacrées aux différents modes de déplacement verts, que ce soit les vélos et les trottinettes par exemple. Sachez à ce propos que nous recevrons jeudi dès 19h Marie-Pierre Gramaglia pour nous parler de la semaine de la mobilité qui s'achèvera par la journée du vélo en principauté. Elle sera au micro d'Émilie Rousseau. Émilie qui prendra les commandes pour cette deuxième partie de la semaine. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. Au revoir.